Dans un premier temps, bonjour à tous et merci d'être présents pour assister à la présentation de notre projet tutoré. Nous sommes tous là pour vous présenter notre projet tutoré qui a été réalisé, mené et pensé par tous les étudiants de deuxième année de l'IUT Chimie de Sète. Il a été mené grâce à notre investissement, notre cohésion de groupe et voilà, et ainsi que l'aide de notre tuteur, Monsieur Bouvin, de Monsieur Vors et de toutes les autres personnes ressources qui sont nos professeurs. Donc voilà, merci. Je laisse la parole à ma camarade. Ce projet avait pour objectif de nous éclairer sur la naturalité et la toxicité des molécules présentes dans différents domaines du quotidien, comme les cosmétiques bio, non bio, les engrais, l'agroalimentaire ainsi que les boissons. Avec la situation actuelle, nous avons dû nous organiser de façon à ce que la communication soit la clé de la réussite. Donc pour cela, nous avons pu répartir l'ensemble de la promotion en 10 groupes distincts. Donc il y a 5 groupes qui ont effectué des recherches sur les différents domaines qu'on avait établis, donc des recherches sur les molécules. Ces travaux ont été transmis ensuite à un groupe législation et normes qui, eux, ont permis d'établir les normes en fait, de ces molécules dans chacun de ces domaines. Après, on a le groupe rédaction qui a écrit une conclusion et qui l'a présentée sous forme de poster. On a aussi le groupe média qui a permis de créer des plateformes sur Moodle et donc de pouvoir communiquer entre nous et de partager les documents tous ensemble. Et enfin, le groupe communication qui a permis de partager des photos et des vidéos du projet sur les réseaux sociaux. Donc enfin, notre groupe, donc c'était le groupe gestion. On était 5 et on a permis la diffusion d'informations importantes, ainsi qu'on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une bonne cohésion de groupe et un respect des délais. Et au niveau de l'organisation, on a décidé de partager le projet en fait en 2 parties pour que chaque groupe puisse travailler correctement puisqu'ils intervenaient à différents moments dans le projet. De cette manière, tous les étudiants de deuxième année ont pu suivre les cours tout en faisant le projet. Le groupe gestion, nous, on a donné des réunions chaque lundi soir pour pouvoir planifier l'avancement du projet. Et donc, grâce à la communication entre les élèves, l'investissement et les consignes qui ont été respectées, le projet a pu être mis en place. Et on voulait remercier encore une fois Monsieur Louvain, notre tuteur, et Monsieur Vors, et ainsi que tous nos enseignants. Et voilà, et nous sommes fiers de vous présenter notre beau projet. Ensuite, donc, je fais appel à Romain, donc responsable du groupe informatique. Donc, on voulait te demander donc, quel était ton rôle donc, dans le projet et ton ressenti. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Romain Sicard. Mon rôle dans ce projet, ça a consisté à aider chaque groupe pour utiliser les outils numériques et électroniques et informatiques nécessaires. J'ai créé sur Moodle des plateformes de communication, entre autres des chats ainsi que des partages de documents. En plus de cela, j'ai aussi créé des plateformes de compte rendu pour s'assurer du bon déroulement du projet. Pour finir, je serai l'animateur de cette réunion. Elle sera bien entendu enregistrée comme vous pouvez le voir et partagée sur les réseaux en temps voulu. Je dirai en fait mon ressenti à la fin de cette réunion, après le groupe 10, le groupe Vision, pour que vous puissiez déjà écouter ce qu'ils ont à dire. Voilà, donc c'était le groupe informatique. Maintenant, j'ai quelques petites questions pour le groupe boisson. Donc, il me semble que c'est Marouane et Mathis qui vont s'exprimer. Ma première question est, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une boisson ? Alors, pour la définition d'une boisson, tout liquide que l'on peut consommer est nommé boisson, qu'elle soit plate, gazeuse ou alcoolisée. Presque toutes les boissons sont composées d'eau. L'eau est le solvant le plus connu, en plus d'être un fondamental pour la vie. Certaines boissons comportent
d'autres ingrédients capables d'être dissous dans l'eau pour avoir des boissons avec des goûts, des propriétés supplémentaires et des couleurs, ainsi que des apports énergétiques. Voilà. Super, merci pour ta réponse. Donc, prochaine question. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'aspartame remplace de plus en plus le saccharose dans les boissons? Ma question ne vous plaît pas? Oui, allô? Oui, Mathis, on t'entend. Oui, j'ai pas entendu la question, excuse-moi. Ma question, c'était pour quelle raison l'aspartame remplace le saccharose dans les boissons de plus en plus? Donc en fait, les études nous montrent que les boissons sucrées au saccharose sont plus agréables que les boissons édulcorées comme l'aspartame pour les consommateurs. Mais leur consommation est surtout motivée par le fait qu'ils n'apportent que très peu de calories. Donc par exemple, la quantité d'aspartame pour obtenir la même sensation que le sucre est réduite jusqu'à 200 fois. La plupart des édulcorants, d'ailleurs, ont également l'avantage de ne pas favoriser les caries et d'être bon marché. Seule ombre au tableau, en fait, c'est que c'est lourdement suspecté d'être néfaste pour la santé. Les recherches ont mis en évidence que le remplacement du sucre par des édulcorants hypocaloriques peut avoir pour conséquence une réduction de la consommation énergétique et une meilleure gestion du poids. Voilà. Merci Mathis. Donc la prochaine question, qui va sûrement intéresser la plupart des étudiants, est-ce que une consommation excessive en caféine peut être elle réellement dangereuse pour la santé ou pas? Ça peut être dangereux, tout est question de dose. L'excès de caféine provoque nombreux effets indésirables, agitation, nervosité, irritation de l'estomac, diarrhée. L'usage régulier de fortes doses de caféine entraîne un phénomène de dépendance, dont le sevrage entraîne maux de tête, nervosité, irritabilité. Les doses maximales conseillées de caféine dépendent de l'âge et de la santé de la personne. Pour un adulte lambda, cette dose maximale varie entre 200 à 400 mg par jour selon les pays. Et pour les enfants, la dose maximale quotidienne acceptable est de 2,5 mg par kilo de poids, soit 85 mg par jour vers 10 à 12 ans. Voilà. Merci Marwan. Et pour finir, Mathis et Marwan, j'aimerais savoir votre ressenti par rapport au projet, qu'avez-vous pensé et par rapport à votre groupe aussi. Alors, je vais m'exprimer pour tout mon groupe. Donc, en fait, ce projet, concrètement, il nous a permis de mieux connaître le milieu de la boisson, ainsi que leur composition et leur impact sur notre santé. Par exemple, surtout l'apport des molécules naturelles comme la caféine, la taurine et la vitamine C, qui transforment l'usage des boissons qui avaient seulement pour but d'hydrater, pour ensuite devenir de plus en plus nutritifs, et peut-être considérés comme une source d'énergie et de vitamines à part entière. Dans un second temps, nous avons aussi découvert que les molécules synthétiques ajoutées dans les boissons, comme l'aspartame et les colorants, sont utilisées pour rendre une boisson meilleure en goût ou en couleur pour mieux satisfaire les consommateurs malgré leur toxicité, souvent indéterminée. Nous avons aussi appris que tout devient toxique si les doses ingérées deviennent importantes, mais en petites doses. Elles ont un impact positif sur notre santé, aussi bien mentale que physique. Voilà. D'accord, super. Bon, merci beaucoup pour votre intervention et je laisse la main à ma camarade pour le prochain groupe qui est le groupe engrais. Non, le groupe agroalimentaire, désolé. Du coup, est-ce que le groupe législation et normes a quelque chose à ajouter sur les substances qui ont été citées ou pas? Oui, du coup, en faisant des recherches sur l'aspartame, on a pu voir que la dose journalière admissible, c'est de 40 mg. On a une valeur aussi limite dans les boissons de 600 mg par litre.
Et sauf que l'aspartame, c'est une molécule qui est. Il y a beaucoup d'études en ce moment parce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ont trouvé un peu des incohérences sur cette dose journalière admissible. Et donc, il y a des études qui ont été faites qui montrent que le risque pour les femmes enceintes, il est assez élevé. Et donc, il y a des complications, des accouchements prématurés. Et donc, pour cette molécule, nous, ce qu'on a pensé, c'est que ça serait bien de trouver une autre solution parce que, en fait, plus le temps passe et plus on trouve des problèmes avec cette molécule. Et pour la caféine, donc on a bien vu que l'OMS, elle recommande un dosage inférieur à 400 mg par jour. Mais il n'y a pas de normes spécifiques à chaque produit. En fait, le problème qu'il va avoir pour le surdosage de la caféine, ça va être qu'on va accumuler des produits du quotidien. Il y a de la caféine dans beaucoup de produits, donc les boissons énergisantes, mais aussi le thé, bien sûr le café, mais aussi dans le chocolat. Et donc, en fait, on va accumuler toute cette caféine et on va atteindre beaucoup plus facilement les 400 mg par jour, ce qui va poser de nombreux problèmes. Voilà. Merci. Donc, du coup, on va passer au groupe de l'agroalimentaire, donc qui est représenté par Colin et Vincent. Donc, la première question, c'est est-ce que vous pouvez donner une définition de ce qu'est un produit agroalimentaire? Oui, bonjour. Un produit de l'agroalimentaire, par définition, c'est un produit pur, donc légumes, fruits, viande, poissons, qui subit une transformation dans l'unique but d'être consommé. Et donc, il naît de la fusion d'entreprises agroalimentaires et de maraîchers, de pêcheurs, etc. Et donc, dans un premier temps, notre produit agroalimentaire, c'est un produit de récolte. Il est ensuite acheminé vers des entreprises agroalimentaires qui, elles, vont transformer le produit, notamment en ajoutant des colorants, des acidifiants, des antioxydants, etc. Ces entreprises vont ensuite emballer ce produit et vont le présenter donc, dans les supermarchés sous forme de produits agroalimentaires finis. D'accord. Donc, la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de la toxicité des colorants azoïques? Oui, donc les colorants azoïques sont suspectés d'être cancérigènes. Donc, leur toxicité viendrait donc, de la principale fonction qu'ils comportent, donc la fonction azoïque, qui est deux cycles aromatiques reliés entre eux par deux azotes qui eux-mêmes sont reliés entre eux par une double liaison. Et donc, cette fonction, elle pose de nombreux problèmes en termes de cancérogénicité, car en effet, une fois que le colorant a été ingéré et qu'il se trouve au niveau des intestins, la flore microbienne de nos intestins va faire subir aux composés une métabolisation, aussi appelée réduction. Et donc, cette réduction, elle va provoquer une rupture de la double liaison azote, ce qui va libérer dans le corps deux amines aromatiques extrêmement toxiques. Et le problème, c'est que ces amines aromatiques ne sont pas éliminées par notre corps. Et donc, petit à petit, elles vont s'accumuler et donc provoquer des cancers. Et bien heureusement, tous les colorants azoïques ne sont pas cancérigènes. Et il a été montré que les colorants qui possédaient des fonctions sulfoniques ou acides sur leur cycle aromatique, eux, n'étaient pas cancérigènes, car cette acidité permettait l'élimination plus facile des amines aromatiques dans les urines. Et donc nous, moi j'ai travaillé sur la tartrazine, qui est un colorant jaune. Et par exemple, ce colorant, lui, possède des groupements sulfoniques, et donc il n'est pas cancérigène. Cependant, il est suspecté d'être responsable d'allergies et d'hypersensibilité chez les enfants. D'accord. Donc la troisième question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous avez fait vos recherches? Pour ma part, moi, ce qui m'avait le plus surpris quand on a fait nos recherches, en fait, c'est que il y a énormément en fait de molécules qui sont utilisées pour qui ont les mêmes fonctions pour différents produits. Par exemple, on a le polyricinoléate de polyglycérose et la diglycérine d'acide gras qui ont en fait les mêmes fonctions, qui sont tous les deux des émulsifiants dans des produits.
Et en fait, on se rend compte qu'ils sont utilisés pas dans les mêmes produits au final parce qu'en fait, ils respectent différentes normes. Par exemple, on a par exemple des molécules qui vont être utilisées dans des produits bio, alors que certaines en fait ne respectent pas les normes. Après, on a aussi par exemple des molécules qui doivent être respectées pour les produits halal ou encore kasher. Et du coup, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans tout ce qui est l'agroalimentaire, c'est qu'au final, on se rend compte qu'il y a une diversité de molécules dans tous les produits qu'on utilise et que chaque molécule, en fait, respecte une norme et au final, elles doivent répondre toujours à ces normes pour un produit quel qu'il soit. Et donc, c'est super intéressant. Voilà. D'accord. Et du coup, la dernière question qui est commune à tous les groupes, qu'avez-vous appris pendant le projet et quel a été votre ressenti? Je vais commencer. Moi, personnellement, j'ai bien aimé travailler sur ce projet. J'ai pu, étant responsable, ça m'a permis un peu de me responsabiliser, ça m'a permis de savoir déléguer. Et j'ai eu la chance de travailler avec 4 camarades qui ont toujours respecté les délais, qui étaient toujours sérieux, et donc ça m'a grandement facilité la tâche. Et après, en point de vue du sujet lui-même, moi j'étais responsable de chercher des molécules qui étaient toxiques ou qui étaient suspectées de l'être. Et ce que j'ai le plus aimé, c'était d'apprendre le mode de fonctionnement de la toxicité dans le corps humain et d'apprendre ce qu'était par exemple un antioxydant. Et pour ma part, ce que j'ai aimé dans ce projet, comme Colin l'a dit, en fait, c'est le travail de groupe. Malgré les conditions qu'on a eues pour pouvoir faire ce travail, donc où on n'a pas pu se voir et tout ça, on a été obligé de le faire par visio. Ça s'est super bien passé quand même au final. Donc bon, ça c'était super cool. Chaque groupe a bien respecté. Donc on a des rendus sur YouTube qui sont qui sont vraiment sympathiques. Et puis après, moi, ce que j'ai à dire aussi par rapport au projet, en soi, l'agroalimentaire, je travaillais sur les molécules synthétiques ou issues du monde minéral. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a une diversité de molécules, c'est impressionnant. Et puis même, je pense qu'il en reste beaucoup à découvrir et c'est super intéressant en fait. Voilà. D'accord, merci à vous deux. Donc maintenant, Marine, si tu as quelque chose à rajouter ou à compléter sur les substances qu'il y a dans l'agroalimentaire. Alors, c'est Axel qui va s'occuper de ça. Oui, du coup, c'est moi. À propos des colorants azoïques, on a vu qu'ils étaient ils sont autorisés en Europe, mais ils doivent avoir des mentions spéciales. Et à l'exception du rouge Azura qui n'a pas besoin de mention spéciale. Et on a pu voir, du coup, par exemple, pour le colorant qui est la tartrazine, qui a une dose journalière qui est de 7,5 mg par kilo. Donc, par exemple, on avait vu que pour un enfant de à peu près 30 kg, la dose en milligrammes, ce serait de 225 mg. Et par exemple, dans un sachet de bonbons de 1 kg, la dose de ce colorant, elle est de 300 mg. Donc, pour cet enfant, par exemple, de 30 kg, la dose de bonbons acceptable par jour, ce serait de 750 mg. Donc, c'est vraiment entre la dose journalière autorisée et la dose qu'un enfant de 30 mg pourrait manger par jour. Il y a vraiment un écart très faible. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux pour les enfants et c'est pour ça que ça leur cause aussi de l'hyperactivité et par la suite, ça pourrait causer aussi des cancers. Voilà. D'accord, merci. Maintenant, je vais m'adresser au groupe engrais qui est représenté par Fiorenzo. Donc tout d'abord, j'aimerais que tu me donnes la définition d'un engrais, s'il te plaît. Alors, par définition, un engrais, c'est une substance, donc qui peut être organique, minérale, de synthèse ou encore bio ou non bio selon d'où elle provient. Elle a pour but d'apporter à la plante les éléments nutritifs dont elle a besoin, donc c'est communément le phosphore, le potassium et l'azote, même si ça peut être des apports en magnésium ou en soufre. Il y a plein de sortes d'engrais, mais les plus utilisés dans l'agriculture actuelle sont surtout les synthétisés, qui réussissent à compiler de grandes quantités d'azote, de phosphore et de potassium dans un même composé. Ça permet de fortifier la plante, de la rendre plus résistante au froid ou par exemple aux maladies,
Et ça lui permet surtout d'avoir un rendement plus élevé et d'avoir une croissance plus rapide que si elle était dans un champ qui était sans engrais. Et, et voilà, et elle peut être aussi utilisée pas que dans l'agriculture, même par des particuliers, pour n'importe quel type de plante. Toutes les plantes ont à peu près les mêmes besoins et beaucoup d'engrais y répondent. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner la différence qu'il y a entre un engrais naturel et un engrais synthétique? Du coup, pour répondre à cette question, ce sera moi qui répondrai à cette question. Du coup, d'abord, un engrais naturel, c'est fabriqué, c'est basé sur avec tout ce qui est végétaux, animaux et minéraux qui, eux, sont composés d'azote, phosphate et d'oligo-éléments tels que le zinc, le cuivre et le bore. Alors que l'engrais synthétique, c'est vraiment composé de 3 éléments tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Voilà. D'accord. Et ensuite, j'aimerais savoir quels sont les impacts sur l'environnement de l'utilisation d'engrais pour l'agriculture. Alors, c'est pas les engrais qui sont nocifs en eux-mêmes, c'est plutôt l'utilisation excessive d'engrais qui rend les sols soit plus acides, soit trop chargés de certains phosphates ou de certains sulfates ou de certaines molécules qui ne seraient pas à de telles concentrations naturellement. Et le fait de cette trop forte concentration rend la plante incapable déjà de capter tous les éléments qu'il lui faut, si c'est pas nocif pour la plante. Et ce sera ensuite drainé par l'eau de pluie, ça se retrouvera dans les eaux, donc soit dans les rivières, soit dans les nappes phréatiques. Et ce sera donc soit toxique pour les animaux aquatiques, soit on le retrouvera dans la consommation humaine, dans les eaux du robinet, dans les eaux de rivière. Et ça peut aussi créer de l'eutrophisation, c'est-à-dire que ça va donner ce qu'on voulait donner à la plante, mais aux algues qui vont se surdévelopper et qui vont tuer la faune et la flore marine. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, dernière question, qu'avez-vous appris pendant ce projet et quel a été votre ressenti? Je me permets de parler au nom du groupe en fait, parce que voilà, on est seulement 2 représentants alors qu'en fait on est vraiment tout un groupe. Et du coup avec ce projet, déjà on a découvert un nouveau secteur qui est la toxicité. Et du coup on a pu apprendre que voilà, qu'il y avait quand même pas mal de normes à respecter et que un produit ça a toujours des côtés négatifs, quoi qu'on en fasse. Mais on a aussi appris à travailler en groupe, à du coup devoir faire des réunions et à parler entre nous afin de trouver une solution. Voilà. D'accord, du coup je laisse la main au groupe législation et normes, s'ils ont quelque chose à ajouter. Alors oui, nous ce qu'on a vu c'est que globalement d'une manière générale c'est l'azote qui pose problème parce qu'il va avoir des pertes en fait sous la forme de nitrate ou sous la forme d'ammoniac en gaz. Donc en fait l'azote qui est contenu dans l'engrais va partir, comme l'a dit Fiorenzo, dans les nappes phréatiques par exemple et donc polluer l'eau. Et donc pour les normes, du coup, tous les engrais à base d'azote ont des normes précises. Et donc, c'est basé sur le ministère de la Transition écologique et solidaire qui propose un règlement européen relatif aux engrais. Donc, on va avoir, par exemple, un engrais qui s'appelle l'urée qui va avoir 44% d'azote ou encore des sulfates d'ammonium qui va avoir 19,7%. Donc, les normes sont différentes, mais sur tous les composé à base d'azote, il va avoir des normes. L'enjeu, en fait, dans les engrais, c'est surtout de pouvoir fixer l'azote. Si on arrive à trouver un engrais à base d'azote, parce que l'azote est nécessaire à la plante, qui est fixe, ça pourrait résoudre de nombreux problèmes, mais ce n'est pas encore le cas maintenant. Ok, merci Marine. Donc moi je vais m'adresser à Melvin, donc responsable du groupe cosmétique. Donc première question, quelle est la différence entre un produit cosmétique conventionnel et un produit cosmétique naturel? Bonjour, alors du coup moi je voulais vous dire qu'aujourd'hui il y a 2 domaines principaux dans la cosmétique, donc le domaine cosmétique conventionnel et d'autre part le cosmétique bio. Et entre ces deux
ces deux domaines, il existe du coup une zone floue composée du coup de cosmétiques dits naturels. Donc, quelle que soit leur forme, en gros, les cosmétiques, crème, gel, émulsion, et ben, ils ont tous la même structure. Ils ont soit un ou plusieurs principes actifs, donc du coup qui est la substance qui assure l'efficacité du produit, des excipients qui sont chargés du coup de transporter les principes actifs, des additifs comme des adjuvants pour parfumer, faire mousser, conservateurs et colorants et antioxydants. Donc dans la cosmétique conventionnelle, il y a beaucoup d'ingrédients d'origine synthétique et animale. Donc, ils contiennent bien souvent moins de 1% d'ingrédients naturels, alors qu'un cosmétique biologique, lui, peut en contenir jusqu'à 95%. Donc, aujourd'hui, les produits cosmétiques, ils sont issus quand même ils sont synonymes, je voulais dire, plutôt d'hygiène et de bien-être, de beauté. Donc, l'engouement pour tout ce qui est naturel a encouragé l'arrivée, en gros, sur le marché des cosmétiques, des produits stipulant être naturels. Donc, plus respectueux de l'environnement. À noter sur les packaging. Et du coup, on a pu se rendre compte que dans leur composition, il y avait des taux compris entre 5 et 20%, ce qui s'agit donc, c'est des produits tout simplement conventionnels qui en gros suivent la tendance des consommateurs pour vendre. Donc, on se rend compte que le naturel est un puissant outil marketing des produits conventionnels. Donc, d'où l'intérêt en gros des cosmétiques naturels contrôlés, qui eux portent une marque BDHI, c'est une notation qui permet de les reconnaître parmi le lot. Et donc, c'est des cosmétiques naturels contrôlés qui sont composés presque exclusivement de substances naturelles, donc telles que les huiles, les cires, les végétales, qui sont ici autant que possible de la culture biologique, donc contrôlée ou cueillette sauvage. Je voulais rajouter aussi que du coup, pour ces genres de produits, les transformations d'ingrédients sont obtenues selon des procédés d'extraction qui ne dénaturent pas le produit, comme la macération, la décoction, distillation à la vapeur d'eau, la fermentation. Et ils ne possèdent non plus des colorants organiques, synthétiques, des substances aromatiques synthétiques, tout ce qui est synthétique et dérivé du pétrole notamment, et aussi d'origine animale, ne sont pas contenus dans ces cosmétiques. Donc du coup, pour résumer, la différence entre les différentes cosmétiques vient de l'origine des ingrédients, de leur qualité, de leur quantité et du coup des procédés de transformation et de fabrication du cosmétique. D'accord, merci pour ta réponse. Du coup, deuxième question. Pourquoi certaines huiles essentielles ou beurres sont-ils plus chers dans le domaine cosmétique que dans le domaine alimentaire? Alors, je voulais dire que oui, en effet, une huile alimentaire, elle a un prix moins élevé qu'en cosmétique. Donc, une huile alimentaire, elle est fabriquée pour être ingérée, alors qu'une huile cosmétique est fabriquée pour être appliquée sur la peau. Donc la variation de prix s'explique par les différences de fabrication de l'ingrédient qui du coup joue un rôle important sur la qualité et les produits, sur la qualité et sur la propriété de l'huile. Du coup, leur but, comme il est différent, leur méthode d'extraction et d'enrichissement et les tests aussi laboratoires le sont. Donc les graines d'huile alimentaire sont souvent torréfiées, tandis que les huiles cosmétiques, elles sont obtenues par pression à froid. Donc voilà. La richesse donc, de l'huile alimentaire, elle n'est pas du coup la même qu'une huile de massage. C'est une question de teneur, en gros, du principe actif. Donc voilà. Notamment, on retrouve souvent la mention huile allégée sur les huiles alimentaires. Et pour les huiles cosmétiques, on retrouve enrichies en vitamine E. Donc riche pour la peau. Donc, notamment, on peut, dans certains cas aussi, expliquer cette différence de prix par le marketing, car les taxes, elles sont plus onéreuses en cosmétique qu'en alimentation. D'accord, merci pour cette réponse. Et donc, troisième question, les parabènes présentent-ils un problème de santé publique ? Alors du fait de leur large spectre d'activités comme conservateurs dans les cosmétiques, ainsi que de leur complémentarité quand ils agissent en synergie, ils ont fait figure d'incontournables dans les dernières années. Donc on estime qu'au déjà dans les années 2000, qu'au plus fort de leur consommation, ils étaient à 80% dans les produits cosmétiques. Donc pour les formulateurs, c'était quand même ils étaient considérés comme pratiques, efficaces et tolérés et sans danger.
Donc voilà, en raison du coup de l'absence de problèmes liés à leur utilisation, ces substances elles étaient considérées comme sûres, quoi, avant les histoires les impliquant notamment dans le cancer du sein. Donc de nombreux scientifiques ils se sont penchés sur l'étude de la toxicité chronique des parabènes pour vérifier si leur utilisation au quotidien est réellement sans risque. Donc, des études récentes de toxicocinétique, comme j'ai vu je me suis documenté, ils expliquaient qu'en gros les parabènes ils étaient ingérés, absorbés à partir du tube digestif et métabolisés. Donc ils sont hydrolysés en acide parahydrobenzoïque et c'est conjugué, puis sont éliminés dans les urines. Donc ces excrétions elles sont rapides et elles ont aucune, il n'y a pas d'accumulation en gros dans l'organisme. Donc du coup pour les cosmétiques, les parabènes ils sont absorbés aussi par voie cutanée et ils sont également hydrolysés dans les tissus et graisses sous-cutanées. Donc hormis ça, les études récentes ont juste suggéré un effet œstrogénique des parabènes. Donc l'administration par voie orale ou sous-cutanée de doses fortes, du coup entraîne un effet œstrogénique. Donc celui-ci est d'autant plus fort que la chaîne alkyle est longue, mais il reste quand même toutefois bien moindre qu'en gros le 17-bêta-oestradiol, qui est un dérivé naturel du cholestérol. Donc voilà, après, les parabènes sont des perturbateurs endocriniens du coup, et je n'ai pas trouvé d'études récentes sur l'action de plusieurs parabènes utilisés simultanément. Donc, car l'utilisation de mélanges de parabènes, c'est ce qui est fait le plus couramment dans les cosmétiques. Et les effets synergiques, s'ils existent, alors ils sont totalement méconnus. Donc, ceci peut cependant s'expliquer aussi par la complexité déjà présente à la base pour étudier l'effet d'un parabène isolé. Donc voilà, je veux conclure sur que l'évaluation quantitative du coup des risques liés à l'utilisation de parabènes a révélé un manque de données récentes et cohérentes avec la nature des expositions à faible dose et long terme. Donc il y a eu aussi également une difficulté d'attribution d'effets spécifiques à leur exposition. Et malgré ces incertitudes, l'utilisation des parabènes à chaîne courte dans l'alimentaire ne semble pas présenter de risque de santé publique. Et du coup, de plus, des faibles doses qui se retrouvent en cosmétique, il n'y a aucune raison, en gros, d'engendrer une recommandation ou une action en matière de santé publique à l'heure actuelle, bien sûr. D'accord, et bien merci. Donc, dernière question. Qu'avez-vous appris pendant ce projet et quel a été votre ressenti ? Alors, ce sujet d'étude m'a permis d'élargir considérablement mes connaissances dans ce domaine. Donc, de manière générale, différencier les différents types de produits cosmétiques sur le marché et également une approche à l'évaluation de la toxicité. Donc, déjà conscient des dangers de certains ingrédients et attentif à la concentration, à la composition des cosmétiques, mes recherches m'ont d'autant plus sensibilisé en gros dans la sécurité sanitaire et environnementale. Merci pour tes réponses. Du coup, je laisse la main au groupe législation. Alors oui, pour les parabènes, donc c'est un perturbateur endocrinien. Et donc, il y a des normes spécifiques à ces produits. Donc, c'est le journal officiel de l'Union européenne qui propose un règlement relatif aux cosmétiques qui indique qu'au niveau européen, le parabène utilisé seul, il ne doit pas dépasser 0,4% en masse. Et utilisé combiné, parce qu'il y a plusieurs parabènes, ça ne doit pas dépasser 0,8% en poids. Donc voilà, le parabène, c'est un conservateur, donc ça permet d'éviter le développement des champignons ou des bactéries, mais ça risque d'augmenter le cancer, donc le cancer du sein normalement. Et peut-être aussi, ça pourrait accélérer le vieillissement de la peau. Donc on retrouve des parabènes dans les crèmes solaires, par exemple. Et donc, il n'y a pas d'interdiction formelle de ces composés, mais vraiment, en fait, tout simplement, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment dangereux. Il y a des risques, c'est sûr, parce que déjà, c'est un perturbateur endocrinien, mais il manque beaucoup d'informations. Moi aussi, j'ai trouvé que les informations manquaient. Et
Donc après, j'ai aussi trouvé quand même qu'il y a des parabènes qui sont plus dangereux que d'autres. Donc à éviter, ça serait plutôt le butylparabène et l'isobutylparabène. Et ce qu'on pourrait accepter, ça serait le méthylparabène et l'éthylparabène. Voilà. Et pour finir avec les co-recherches, on va passer au groupe Cosmétique Bio qui est représenté par Pauline et Bastien, il me semble. Et ma première question est, qu'est-ce qu'un cosmétique bio? Donc du coup, un cosmétique bio, c'est un produit naturel et il contient un maximum d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Sa formulation, elle tient compte des listes noires des labels. Souvent, les silicones synthétiques, les conservateurs trop puissants, les matières non renouvelables et les ingrédients obtenus par procédé de fabrication non respectueux de l'environnement sont bannis. Et un cosmétique bio est reconnaissable du coup par un label qui respecte du coup une charte. Et cette charte, souvent, elle impose au minimum 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle, 95% des ingrédients végétaux issus de l'agriculture biologique et 10% de l'ensemble des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Et certains produits synthétiques sont tout de même autorisés, mais ces derniers doivent faire partie d'une liste que la charte autorise. Super, merci pour ta réponse. Donc, ma prochaine question est, pourquoi est-ce qu'on retrouve de la caféine dans les cosmétiques bio? Du coup, on retrouve de la caféine dans les cosmétiques bio parce qu'en fait, c'est une molécule qui a une très bonne solubilité dans différents solvants, ce qui est important du coup pour l'inclure dans les produits cosmétiques, par exemple. Et elle a également une visée amincissante qui peut être utile dans les boissons comme dans les cosmétiques. Et cette molécule se retrouve dans les cosmétiques bio parce que c'est une molécule qui est 100% végétale, parce qu'elle est naturellement présente dans la guarana, par exemple, qui est une plante qu'on utilise fréquemment en cosmétiques bio. Ok. Ensuite, que pensez-vous de la toxicité de l'oxyde de zinc? Alors, l'oxyde de zinc, il est présent naturellement dans le sable. Il est utilisé comme filtre solaire naturel et il protège donc la peau des mauvais rayons UV. Il possède un grand pouvoir antibactérien ainsi que des actions anti-inflammatoires, assainissantes et antiseptiques afin de combattre les problèmes d'imperfection de peau et donc d'acné. Cependant, il doit être utilisé sans nanoparticules parce que sinon, il mettrait notre santé en danger. En fait, l'oxyde de zinc ne doit pas pénétrer dans la peau, mais seulement former une barrière protectrice. Super, Pauline, merci pour ta réponse. La prochaine question est, pourquoi la vitamine C est utilisée dans le cosmétique bio? Du coup, donc l'acide ascorbique ou vitamine C, c'est un acide organique naturellement présent dans la peau et il a des propriétés antioxydantes. Il est naturellement présent dans les citrons, les jus de fruits et les légumes frais. Et en cosmétique, c'est un actif anti-âge et antioxydant d'exception. Il stimule la synthèse de collagène qui protège les cellules des dégâts causés par les radicaux libres et il unifie aussi le teint. La vitamine C aide donc à débarrasser la peau des cellules mortes. Elle exfolie en surface et permet d'avoir un teint éclatant et moins gris. Elle apporte également une protection efficace contre la pollution, les agressions extérieures et même contre l'impact des UV. Merci Bastien. Et pour finir, même question que pour tous les groupes, quel est votre ressenti et qu'avez-vous pensé de ce projet? Alors nous, on a travaillé sur la cosmétique bio. On a donc appris qu'il y avait beaucoup de plantes naturelles autour de nous qui peuvent avoir des propriétés, des bienfaits, des propriétés pour notre corps et en cosmétique. Cependant, on a aussi vu qu'il y avait des produits naturels qui ne sont pas forcément bien ou adéquats dans les produits cosmétiques bio. Et enfin, en termes d'organisation, un peu comme tout le monde, on a quand même su bien s'organiser. Malgré les problèmes de connexion de certains ou autres, on a quand même su toujours avoir une certaine organisation et responsabilité
Et ça, je pense que ça nous a servi pour plus tard. Super, bon, ben, c'est un bilan positif, c'est cool. Le groupe législation, je vous laisse la parole et j'aimerais bien savoir votre ressenti également. Et après le groupe législation, j'aimerais bien savoir le ressenti de Romain. Alors, en ce qui concerne donc les molécules des cosmétiques bio, donc pour la caféine, on a pu voir qu'il y avait des réglementations en cosmétique. Surtout, elle ne peut pas être utilisée pour les enfants ni pour les femmes enceintes. Et elle est souvent utilisée en crème. Et donc, la concentration, souvent dans les crèmes, elle est au minimum de 5%, c'est-à-dire à peu près 2500 mg par flacon. En ce qui concerne l'oxyde de zinc, il y a de grosses réglementations. Surtout en ce qui concerne les nanoparticules, c'est-à-dire que la concentration maximale autorisée, elle est de 25%. Et pour les nanoparticules, il y a des grosses restrictions, c'est-à-dire que la pureté doit être supérieure à 96% et le diamètre des particules est très contrôlé. Et l'oxyde de zinc, il peut causer une irritation des yeux. Et s'il y a une exposition aux poussières, elle peut causer une irritation des voies respiratoires. En ce qui concerne l'acide citrique, il y a une réglementation, mais surtout quand on l'utilise en tant que conservateur. Il faut respecter des normes quand on veut l'utiliser pour conserver d'autres produits. Et il ne peut pas être utilisé dans les produits bucco-dentaires ni dans les produits pour les yeux, car il peut provoquer une irritation des yeux. Et il est incompatible avec l'oxyde rose et l'oxyde bleu qui sont dans les boules de bain. Et il est incompatible avec des formules aqueuses acides. Et pour la vitamine C, donc c'est l'acide ascorbique, il n'y a pas de réglementation très stricte, seulement pour certaines formes d'acide ascorbique qui peuvent être irritantes pour les peaux sensibles. Donc il existe des sérums et des crèmes, et les sérums étant plus concentrés, on utilise souvent des crèmes pour les peaux sensibles. Voilà. Parfait, merci. Et maintenant, concernant votre ressenti sur le projet, on vous écoute. Alors, le ressenti, alors déjà par rapport au groupe, nous, on a eu quand même un peu des problèmes de communication, surtout au début. Et on a aussi des problèmes d'Internet, bon, comme tout le monde, avec des problèmes d'ordinateur. Donc au début, ça a été compliqué de s'organiser. Mais je pense qu'on a quand même su s'adapter et c'était un bon entraînement pour plus tard. Après, sur le projet en lui-même, on a eu des difficultés sur l'accessibilité des informations qui étaient différentes pour chaque groupe. Et en fait, par exemple, l'agroalimentaire et les engrais, les informations ont été assez faciles à recueillir. Mais par exemple, sur les cosmétiques, certains composants sont arrivés beaucoup plus tard dans notre consommation. Les études il y a moins d'informations, il y a moins d'études. Donc, ça a été plus compliqué de regrouper les informations. Et on a aussi pu voir que beaucoup de molécules en fait, de notre quotidien sont assez dangereuses et que la société dans laquelle on vit, la société un peu de consommation, qui pousse à consommer des produits un peu de synthèse, ça fait qu'on va atteindre des valeurs des doses journalières admissibles qui sont qu'on n'atteindra pas si on n'était pas dans cette société-là. Voilà. Merci Marine pour le ressenti du groupe. Et maintenant, Romain, c'est à toi. Pour ma part, je vais rejoindre un peu tous les avis positifs qui ont été déjà dit. Pardon. C'était vraiment un bon projet. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon projet. On a réussi à pouvoir s'organiser et à pouvoir communiquer même avec la crise qu'on a vécue. Certes, il y a eu quelques inconvénients avec certains travaux de certains groupes. Mais bon, on a quand même réussi à passer outre ça et à faire un bon travail et à rester convivial et à faire tout ça dans la bonne humeur. Super. Et maintenant, j'aimerais laisser la main au groupe qui s'occupait du poster pour nous expliquer quel a été leur travail, qu'est-ce qu'ils en ont conclu. Et après ça, je laisserai aussi la parole au groupe communication qui nous expliquera également leurs travaux.
Donc, bonjour à tous, nous sommes le groupe rédaction du poster final. Donc, lors de ce projet tutoré, nous avons pu collecter les recherches effectuées par les groupes cosmétiques bio, engrais, agroalimentaire et boissons. Ensuite, nous avons compilé toutes ces informations afin d'établir des liens entre chaque domaine. Nous étions donc 5 dans ce groupe et chacune a travaillé sur un thème. Donc, on a effectué plusieurs réunions au sein de notre groupe pour lister les molécules communes à chaque thème. Après, nous avons dressé un tableau récapitulant les molécules, leur naturalité et leur toxicité. Et notre rôle au sein du projet nous a permis de nous rendre compte que des molécules naturelles peuvent vite devenir toxiques si elles sont consommées à des doses trop importantes. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre objectif premier, c'était de mettre en forme un poster grandeur nature, compilant chaque information. Donc, la lecture de ce poster, elle sera très simple. Donc, la molécule d'un thème A, elle sera de la même couleur que le thème B dans lequel on la retrouvera. Donc, ce poster, il sera représentatif du travail de chacun, attractif, facile à lire et accessible à tout type de public. Vous pourrez le retrouver lors d'événements tels que les portes ouvertes ou encore les forums étudiants. Donc, on ne va pas vous en dire plus sur ce poster parce qu'il faut garder un petit peu de suspense quand même. Mais surtout, n'oubliez pas d'aller voir tous les réseaux sociaux, vous en apprendrez davantage. Super, je laisse la parole à Orlan ou à Faustine. Bonjour à tous. Donc, dans le but de communiquer au mieux le projet, nous avons eu l'idée de toucher un plus large public grâce à différents réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Notre objectif a été de simplifier les recherches de tous les groupes pour dynamiser le projet afin que ce soit ludique, intéressant, mais surtout pédagogique. Étant donné que nous avons pu communiquer l'entièreté des recherches, nous avons pu avoir une vue d'ensemble sur le travail. Cela nous a donc permis d'acquérir des connaissances sur le thème naturalité et toxicité. On peut ajouter à ça que on a eu des petites difficultés par rapport au confinement, puisque c'était un peu difficile de communiquer avec tout le monde, de faire une présentation des groupes avec tout le monde. Du coup, ça nous a un petit peu challengé, c'était bien. On a dû mettre notre créativité à l'épreuve pour proposer divers contenus qui soient un petit peu ludiques et pédagogiques, comme l'a dit Faustine. Et du coup, on a dû un peu trier les idées, puisqu'on en avait trop, et du coup, on n'allait pas être capable de rendre un travail en temps et en heure. On a aussi appris à pas paniquer pour les problèmes techniques, puisqu'il y en a eu beaucoup. Mais voilà. Du coup, on tenait à remercier tous les groupes, puisque c'est grâce à leurs recherches qu'on a pu faire un travail et qu'on a pu partager ça à tout le monde sur les réseaux sociaux. Et voilà. On voulait aussi remercier toutes les personnes qui ont soutenu et qui nous ont aidés à partager notre travail. On voulait aussi remercier Monsieur Vorst, qui a eu la gentillesse de participer à une de nos vidéos. Et Claire vous fait part que la vidéo cosmétique va sortir à 18h. Donc, ça sera partagé sur les différents réseaux sociaux. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup. Donc, moi, je vais passer à la dernière conclusion, donc la conclusion du groupe gestion. Donc, pour notre part, nous, le projet, on trouve que c'est une belle réussite parce que tout le monde y a participé avec plaisir et il a fait aussi le travail sérieusement. Donc, on a pu finir à temps en plus, avant les partiels pour ne pas devoir se dépêcher pendant les partiels, avoir une surcharge de travail. Et ça, c'est grâce à tous les travaux qui ont été rendus dans les délais et en plus des travaux de qualité. Donc, il n'y a pas eu besoin de revenir dessus. Donc, notre groupe, à nous, il avait pour rôle de gérer le projet. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu besoin d'établir des étapes pour la réalisation, de savoir qui commençait par quoi, de définir les dates des rendus des travaux, de planifier aussi des réunions toutes les semaines, de faire des réunions entre nous et de faire aussi des bilans quotidiens pour voir comment avancer le projet et ce qu'il fallait faire pour l'améliorer ou pas. Donc, ce projet nous a permis de nous plonger dans la vie professionnelle. Donc, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'on allait devoir faire. Mais donc, c'était pas facile de gérer un projet entièrement parce qu'on n'a pas du tout eu l'aide de nos professeurs. C'était vraiment que entre étudiants et on a fait ça tous ensemble. Et malgré que c'était la première fois, ça s'est très bien passé. On a un très bon ressenti sur ça.
Donc on est fiers de l'avoir l'aboutissement en fait à la fin du projet. Donc on est super content de tout ce qui a été fait sur les réseaux sociaux, sur la conclusion, enfin vraiment sur tout. Donc voilà, en tout cas on espère que ce live il vous a plu. Et on voulait aussi remercier tous les participants au projet, les étudiants et professeurs et les intervenants comme Monsieur Vors. Et voilà, donc le live il clôture le projet. Donc maintenant, si vous avez des questions ou des remarques, c'est avec plaisir qu'on répondra aux questions. Merci. Merci. Oui, j'ai une question de forme. Vous avez fait le choix de ne pas nous présenter de diapo. C'était volontaire ou c'était par rapport à... Voilà, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Moi, je peux répondre si vous voulez. On n'y avait pas pensé. En vrai, on n'y a pas pensé, puis ça aurait été un peu compliqué, je pense, parce que je vois qu'il faut que je laisse la main, il faut qu'on me demande l'autorisation. Et à chaque fois, il y a un temps, à chaque fois, pour pouvoir changer la main et pour pouvoir repartager l'écran et tout. Oui, je suis d'accord que sur on va dire les conditions matérielles, c'est pas évident. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est difficile de vous suivre, en particulier quand vous parlez de molécules chimiques, de leurs propriétés, de rupture des liaisons, etc., etc. C'est costaud, quoi. C'est un peu costaud. Par contre, après, votre discours était bien préparé, très bien préparé, y compris dans la prise de parole. On vous remercie. Je vous félicite aussi, hein. J'ai bien apprécié la présentation, c'était très bien. On voit effectivement qu'il y a eu un gros travail de groupe, là où vous êtes relayé, où vous aviez préparé l'interview, tout le monde avait son rôle à jouer. Alors la question qu'on se posait, enfin, je me posais, c'était donc vous avez élu entre guillemets des délégués par groupe pour vous représenter. Chaque fois, vous avez sciemment décidé que tout le monde ne serait pas présent et qu'il y avait des interlocuteurs privilégiés qui allaient présenter par groupe le travail du groupe, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Donc ça rend la chose plus fluide. Mais, donc ils sont pas trop frustrés les autres de ne pas être là. Ah ben, je sais pas, faut leur demander. En tout cas, bravo à vous. C'était très agréable de vous entendre. On a appris des choses. Voilà, c'est bien. Et on apprécie de vous revoir et on apprécie de voir que vous avez pu, malgré la distance, travailler ensemble et faire un gros travail de groupe. Félicitations parce que on sait, nous, enfin, comme tout le monde, on a eu les mêmes, on a dû travailler nous aussi ensemble et on s'est rendu compte que c'était pas aussi facile. Donc là, tout le groupe, toute la promo, 48 pour travailler ensemble, chapeau, bravo à tous. Super travail, je voulais. Thierry? Oui, le support de M. Bortz, ça a consisté en quoi exactement? Sur quel point il vous a aidé, de quelle façon? Est-ce qu'il vous a mis des documents à disposition? Est-ce qu'il a fait juste un entretien avec vous? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Vous m'avez entendu? Oui. Moi, du coup, principalement téléphonique. Téléphonique? Oui, par téléphone, du coup. D'accord. Vous aviez assisté à sa conférence à l'IUT, hein, c'est bien ça? C'était bien votre... Eh bien, moi, cette année, du coup, non. Oui, Melvin, non, peut-être pas. Mais les autres, hein, vous aviez vu la conférence? Oui, on avait vu la conférence. Il me semble que c'était un peu avant de partir en stage. Et par exemple, nous, on lui a demandé de faire une vidéo présentation du projet. Claire avait monté la vidéo et on l'avait mis sur YouTube. Tout le monde le contactait quand il voulait, quand ils avaient des questions sur le projet. D'accord. Merci. Nicolas, pardon, je crois que je t'ai coupé la parole. En fait, j'allais poser un peu la même question et je voulais savoir si vous aviez, j'ai pas jeté un œil en fait, j'ai pas encore vérifié en détail tous les livrables déposés sur Moodle, mais et tous les groupes ont contacté Monsieur Vors par exemple ou pas?
Nous, par exemple, le groupe agroalimentaire, non, on l'a pas contacté. D'accord. On a principalement contacté, moi pour la réalisation du carnet de bord, par exemple, j'ai contacté Monsieur Cross et Madame Rem pour en savoir un peu plus parce que j'étais un peu dans le flou. Et donc, du coup, ils m'ont donné les directives que j'ai appliquées. Mais dans le travail, on était vraiment juste nous 5 à rechercher des molécules. Après, dans la mise en forme, on a demandé un peu de l'aide à des professeurs. Ok. Là, ce que vous n'avez pas rappelé, peut-être que vous l'avez dit avant ou vous l'avez peut-être dit en off à d'autres enseignants, mais c'est qu'il y a eu aussi un énorme travail. Enfin, un énorme travail. Et quand je dis énorme, c'est parce qu'en tant qu'enseignant, on s'est confronté à l'utilisation de Moodle pendant ces derniers mois de crise sanitaire. On a un peu appris à s'en servir, on a réappris à s'en servir. Et donc, vous avez fait un travail énorme d'utilisation de Moodle pour centraliser le travail du projet. Et donc, là, les informations, les groupes, les livrables, les carnets de bord sont présents sur Moodle. Et vous avez eu la main pour le faire. Donc, c'est pour ça que là, je vous salue, je vous félicite et je vous remercie pour le travail. Effectivement, vous avez été dans le flou. Là, j'ai entendu beaucoup le mot. C'était volontaire, bien entendu, de vous laisser la main. Est-ce que c'était volontaire de vous laisser dans le flou sans réponse? J'arrive. Donc, c'était volontaire de vous laisser dans le flou pour que vous trouviez votre voie, vous trouviez la manière de faire le projet qui vous plaise. Et je suis content de voir que cette présentation est une réussite. Vraiment, c'est vraiment cool. Et excellent travail. Vraiment, merci à toutes et tous. Une petite pensée à Émilie, pour Émilie Vizier, que j'ai eu par message ce soir, qui est un peu déçue de ne pas pouvoir être là, mais elle me rappelle qu'elle n'a pas de connexion du tout, qu'elle a à peine la 3G. Voilà. Merci à tout le monde. Merci pour votre travail. C'était super. Moi, j'ai adoré travailler avec vous. Et j'aurais hâte, j'aimerais que ça continue en fait, mais malheureusement, c'est pas possible. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais vraiment, encore une fois, très très bon travail à l'ensemble d'entre vous. Et même à celles et ceux qui ne sont pas là. Et les vidéos sur YouTube, je ne sais pas si vous les avez toutes vues, elles sont cool. Elles sont bien cool. Oui, moi, je rebondis là-dessus parce que vous savez qu'on est à une époque où la communication, c'est extrêmement important. Donc, je suis désolé, moi, j'ai pas pu prendre connaissance encore de ce que vous avez rendu en termes de communication, ni le poster, ni les vidéos, etc. J'ai pas encore eu le temps de voir tout ça. Par contre, je voulais vous poser la question, parmi tous ces documents que vous avez produits, lequel serait le plus adapté si on voulait mettre en lumière votre projet tutoré, par exemple, en postant un article sur le site web de l'IUT Montpellier 7, etc. Voilà. Est-ce que vous avez, parmi tout ce que vous avez produit, un support, il faut en trouver un, qui serait le plus adapté pour communiquer autour de ce que vous avez fait et le mettre en valeur? Moi, je pense qu'ils sont tous adaptés, mais peut-être le poster, c'est celui qui regrouperait tous les groupes, alors que les vidéos, elles sont sur chaque thème. Mais après, sinon, tout est important. Alors, je comprends bien votre argument. Le problème, c'est que le poster, en termes de communication sur un site web, c'est pas ce qui va être le plus percutant. Même si je comprends que c'est celui qui va rassembler toutes les informations. Je sais pas. Après, moi, je connais absolument rien là-dedans. Est-ce qu'il serait envisageable, peut-être là, je m'adresse plus à Nicolas, mais est-ce qu'il serait envisageable de faire un montage à partir des vidéos des différents groupes, quelque chose comme ça, un truc En fait, il y a déjà une vidéo des différents groupes. Là, j'allais demander à Orlane du groupe communication, parce que je pense qu'elle est la seule du groupe communication ce soir. Je me trompe, Madame Nicolardo, ou pas? Non, il y a aussi Faustine avec moi. Pardon, la voix off. J'avais oublié la voix off. La vraie. Je suis désolé. Donc oui, il y a déjà des vidéos, Thierry, et on pourrait tout à fait partager n'importe laquelle des vidéos, mais la première qui présente le projet et les groupes. Quand je dis la première, c'est la première qui a été publiée. Il y a déjà des articles qui ont été rédigés sur LinkedIn et Instagram. Est-ce qu'il y a eu des articles sur Facebook, Madame Nicolardo?
Des articles de type, par exemple, quand on partage les vidéos ou, Oui, tout à fait. Oui, Est-ce que on les a mis par- sur Facebook et aussi sur un story sur Instagram, mais du coup, c'est éphémère. D'accord. Donc, il y a déjà du contenu qu'on pourrait tout à fait utiliser pour le site web de l'UIT, notamment, je pense, la première vidéo. Oui, je pense. En plus, la première vidéo, peut-être ça peut donner envie aux gens de regarder les autres vidéos. Oui. Oui, oui c'est l'idée. On pourrait faire un petit article avec cette vidéo-là et puis ensuite un petit texte avec les liens pour accéder aux autres. Ouais. Ok. Très bien. Merci. Et une dernière question, enfin une question de communication, Madame Nicolardo, sur l'impact sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une idée en fait du nombre de vues, du nombre de partages, s'il y en a eu? Est-ce que vous avez Si tu veux, je peux parler, Orlane, si tu veux. Alors sur Instagram, il y a eu pas mal d'abonnés. On arrive dans les 200 abonnés, je crois. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué on voit le nombre de vues, mais c'est quand même, vu que c'est assez spécifique, c'est compliqué que les personnes regardent. Après, sur Facebook, je crois qu'en fait, le réseau qui marche le mieux, c'est vraiment Instagram, parce que Facebook, hier, on a fait tout un résumé de toutes des petites recherches. On a fait des documents de recherche simplifiés. Et donc, après, il faut voir les vues au fur et à mesure. Mais c'est vrai que Facebook, c'est quand même aussi un réseau qui est maintenant compliqué, je trouve, pour partager du contenu. Et après, Orlane vient de me rappeler qu'on a fait donc Camille, 400 vues sur la première vidéo, je ne m'en rappelais pas. Merci. Pour les vieux Facebook. C'est pour les vieux Facebook, c'est ça, ouais. C'est un petit peu ça, effectivement. Je suis désolé, moi, comme je vous dis, j'arrive comme une fleur. Du coup, j'essaye de retrouver les vidéos dont vous parlez. Donc, je suis sur YouTube en même temps. C'est quoi les mots-clés pour vous trouver facilement? Naturalité et toxicité. Ok. Là, je regarde sur la première vidéo, mon partage sur mon LinkedIn, le partage de la première vidéo du projet, donc la présentation des groupes. Le post a fait 1066 vues. On est connu. Et il y a eu bon là, j'ai pas les partages, mais il y a eu un impact assez important et je pense que c'est sûr que sur le nombre de vues sur YouTube, c'est toujours un peu compliqué lorsqu'on ne partage pas. Une très bonne plateforme, mais c'est sûr que vous auriez eu peut-être plus de vues si les vidéos démarraient sur LinkedIn, par exemple. Donc, c'est-à-dire il aurait fallu les poster sur LinkedIn ou poster une petite vidéo seulement le début et ensuite un lien vers YouTube. En général, ça a de l'impact. Mais là, comme les vidéos YouTube ne démarrent pas automatiquement, il faut vraiment que le petit texte qui est avant donne envie d'aller voir. Mais les vidéos sont vraiment top. Et moi, je dois dire que je suis fan de la voix off. Merci. Et oui. Voilà. Non, vraiment, c'est du très très bon travail de groupe. Et c'est un super travail de montage. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Merci beaucoup. On fera passer le mot à Claire pour le montage. Non, je les ai trouvés là. Donc, c'est une chaîne YouTube carrément qui rassemble toutes les vidéos. Donc, c'est cool. Ok, mais moi, si les étudiants sont d'accord, Nicolas, on va se concerter, puis on va voir comment on peut poster un truc sur le site web d'IUT. Tout à fait. Mais j'attendais ton aval, parce que comme tu disais qu'on faisait un petit peu trop de vidéos. Non, mais là, je crois que c'est pas mal. Ouais. Mais effectivement, il y a de l'excellent niveau au niveau de la vidéo, c'est du très très bon travail. Voilà. Super. En tout cas, merci. Ouais. Merci pour ce moment. Et puis, comme je crois que c'est Madame Rem qui l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça fait du bien de vous revoir, même si c'est sur Zoom. C'est toujours mieux que de voir les écrans noirs. Donc, merci.
Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport au projet, s'il vous plaît? Non, c'était trop clair, c'était trop bien. Donc on est béat d'admiration, c'est tout. D'accord. Super, Bon, je ben, pense que tu peux conclure, Romain, c'est bon. ouais, je sais ce que je vais faire. Bon, ben, merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir activé vos vidéos aussi, parce que je sais qu'on n'a pas forcément envie de se faire voir, activer sa vidéo tout simplement. Merci pour les participants et ben, on se voit pour une prochaine fois. Merci à tous. Merci à tous et bravo pour votre travail.